Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Data Buzzword. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Sylvain Corlet pour parler du sujet de Jupyter. Jupyter, c'est un sujet énorme dans la communauté scientifique et de plus en plus dans l'informatique. Bon, on va creuser un peu le sujet tout de suite. Salut Sylvain, comment tu vas ? Est-ce que tu peux te présenter un peu ? Salut Jean-Louis, donc merci pour ton invitation et merci pour avoir créé ce podcast. Comme je disais juste avant, en fait, je pense que ce genre d'initiative est vraiment importante pour la communauté. Donc, je suis vraiment très content que ça existe aujourd'hui. Donc, qui suis-je ? Donc, moi, je suis mathématicien de formation. Je suis un développeur open source, particulièrement impliqué dans le projet Jupyter, donc, dont tu viens de parler brièvement. Et en tant que membre de la communauté open source, je suis engagé comme volontaire dans plusieurs organisations qui font de la promotion du libre. Donc, je suis membre du steering committee, donc du comité de direction du projet Jupyter. Je suis membre du board des directeurs de la Fondation NumFocus, donc on va revenir sur la Fondation NumFocus un peu plus tard. Et je suis organisateur du meet-up PyData Paris, qui se réunit tous les 3 mois et à peu près 2000 membres à Paris. Et en plus de tout ça, donc je suis fondateur de la société QuantStack, qui est une société réunissant les développeurs des principaux logiciels d'appui scientifique open source à Paris. T'es plutôt IMAC ou t'es plutôt Vim ? Vim. Mais la vraie raison, c'est qu'en fait, je l'ai ouvert une fois et j'ai jamais pu en sortir. Donc depuis, j'utilise. C'est du vendor-locking en fait, Vim. Ouais, voilà, c'est le degré ultime du vendor-locking. Super. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Jupyter ? Qu'est-ce que ça signifie Jupyter à l'origine, le nom, d'où ça vient, et puis descendre un petit peu dans les couches au fur et à mesure sur les différents projets qui sont associés à ça, et un peu comment ça fonctionne. Alors Jupyter, en fait, c'est un nom ombrelle pour toute une collection de projets et d'outils qui sont développés pour faciliter le workflow et le travail de praticiens du calcul scientifique. Donc, il peut s'agir d'enseignants, d'étudiants, de chercheurs, d'ingénieurs, de data scientists et toutes les autres professions faisant usage du calcul scientifique. Donc, le projet, il a démarré en 2001 sous le nom de IPython. Et il a été renommé en 2013 parce que l'ancien nom, en fait, il évoquait plutôt une plateforme spécifique au langage Python, alors que l'agnosticité au langage de programmation, c'était un des principaux objectifs du projet. Donc en 2001, le projet a été fondé par Fernando Pérez et Brian Granger, qui l'a rejoint très vite, et donc a été développé de façon continue depuis ce moment. Donc le développement de IPython et de Jupyter, ça a été motivé par un constat qui est que depuis des années, les scientifiques utilisaient des outils très hétérogènes et peu interopérables dans leur travail. Et tu parles de SAS, MATLAB, des choses comme ça, ou t'en as d'autres en tête ? Par exemple, ils allaient utiliser certains langages de script pour faire du scheduling de tâches sur des supercalculateurs. Ensuite, ils allaient utiliser un autre outil pour visualiser les données qui sortaient des supercalculateurs. Et enfin, ils allaient devoir faire toutes sortes de conversions des visualisations pour pouvoir les intégrer dans leurs articles de recherche. Donc, l'ensemble de la chaîne de l'idée initiale au papier de recherche était quasiment impossible à reproduire parce qu'il y avait une hétérogénéité des outils qui rendait le coût d'entrée impossible pour un stagiaire, un nouvel ingénieur, ou même pour eux-mêmes quelques mois plus tard, ils avaient beaucoup de mal à relancer et à effectuer les mêmes simulations. Donc en plus de l'open source de l'outil, ce que tu es en train de dire, c'est que cette ombrelle que tu appelles entre le workflow, la reproductibilité et la data vise, c'est aussi une façon d'open sourcer la science et les publications pour la reproductibilité, l'accessibilité de la science. Oui, non seulement c'est ouvert au sens où le code est accessible, mais on veut pousser l'accessibilité au sens où on veut faciliter l'usage des outils et des ressources de calcul, qu'il s'agisse de données, etc. En fait, les ressources disponibles en termes de capacité de calcul, la taille des données qu'on traite aujourd'hui, elle a explosé. Et nous, nos cerveaux n'ont pas explosé en taille. On a toujours la même biologie que des milliers d'années. Et on a besoin de meilleurs outils pour pouvoir interagir avec cette complexité, avec les supercalculateurs, le cloud computing, le calcul scientifique, etc. Voilà. Et en fait, une autre idée clé dans le développement de Jupyter, c'est que beaucoup des outils de développement disons, logiciels sont faits pour des
ingénieurs qui développeraient des systèmes complexes. Alors que beaucoup de scientifiques, ils ne sont pas en train de développer un système, ils essaient de répondre à une question. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont récupérer des données, faire tourner un modèle, visualiser les résultats, modifier le modèle, visualiser les résultats, réaliser qu'ils sont trompés et recommencer. Et donc, en fait, cette itération-là, plus elle est lente, plus les scientifiques sont lents. Donc, en fait, c'est le travail, et c'est pas vraiment un travail de développeur, autant que c'est un travail d'expérimentateur. Et la plupart des progrès en science aujourd'hui sont faits de façon incrémentale. Et donc faciliter ces itérations rapides dans les tâtonnements des utilisateurs, c'est la meilleure façon de les aider dans le travail. Donc le Jupyter, c'est à la fois fait pour homogénéiser le workflow des utilisateurs et pour faciliter Mais l'incrémentalisme aujourd'hui, dans ce que dans tu le décris, workflow. c'est une approche qui reste très scientifique. J'ai parlé, pour le coup, à la JupyterCon qu'on s'était vu au mois d'août à New York, c'est très belle conf que tu avais organisée avec les équipes. On a commencé à voir qu'il y avait aussi une question des développeurs qui devaient s'approprier de plus en plus les outils mathématiques, donc par exemple les algorithmes de prédiction, etc., pour les réintégrer. Et Jupyter semble être un point de convergence, de compréhension entre les deux, puisque Python, c'est un code qui s'industrialise bien. Je compare un petit peu, alors ok, Jupyter, c'est pas que Python, mais c'est des environnements qui s'industrialisent plutôt bien, mieux que les anciens outils dont on parlait, des MATLAB et compagnie. Est-ce qu'aujourd'hui, vous allez continuer à aller dans ce sens-là, ou c'est quoi un peu la direction que vous allez prendre? Ah oui, en fait, donc la question, c'est que il semble que ce soit un outil qui soit venu du milieu académique et donc de chercheurs et plus que de l'industrie. Alors effectivement, c'est un milieu qui a été fait par des scientifiques pour des scientifiques au début, et il se trouve que un peu par chance, l'outil qui a été produit, c'est un outil qui a été utile et dont beaucoup plus de gens avaient besoin que simplement les chercheurs et les scientifiques et les enseignants. Finalement, en fait, on a réalisé que tout le monde voulait la même chose, et en particulier, donc il y a un des projets phares de Jupyter qui est un peu le porte-drapeau du projet, c'est le notebook, et il s'agit d'un document interactif décomposé en sections qu'on appelle cellules, et une cellule peut comporter du code exécutable, du texte, des images, des vidéos, ou encore des petites interfaces graphiques qui sont créées par l'utilisateur. Donc on pourrait dire que le notebook, c'est au document texte ce qu'un tableur comme Excel serait à un tableau statique. Et en revanche, il est en train de grignoter de plus en plus des cas d'usage où les gens utilisaient par exemple Excel, parce que un document linéaire, ça se prête beaucoup plus à un usage incorporant un récit, une démarche pédagogique ou une documentation, emmenant l'utilisateur d'un point à un autre. Donc, en plus de ça, c'est un format de fichier complètement spécifié et standard que de nombreux sites et logiciels peuvent rendre, etc. En particulier GitHub aujourd'hui Est-ce fait que le tu as une rendu en idée ligne un des peu notebooks de Jupyter. du taux d'adoption? Parce que, à titre perso, j'ai vu le truc juste exploser. J'ai pas les chiffres exacts, peut-être que tu les as, les chiffres de download à peu près aujourd'hui. Alors là, je vais pas les avoir en tête. Déjà, c'est assez difficile de mesurer exactement l'adoption parce qu'on n'est pas un produit au sens un site unique où on pourrait mesurer le nombre de connexions. Jupyter, c'est un logiciel libre qui est distribué par le biais de distribution Linux, par le biais de différents package managers sur PyPy, et ensuite par utilisateur, il va y avoir beaucoup de téléchargements parce qu'ils vont avoir tendance à les installer, les réinstaller, les mettre à jour. Il y a un sondage qui a été effectué en 2015 par IBM pour essayer d'évaluer l'usage, le nombre d'utilisateurs de Jupyter, et à l'époque, en fin 2015, ils avaient une estimation qui était d'environ 3 millions d'utilisateurs. Donc ils ont eu une démarche et une méthodologie assez complexe pour estimer ce chiffre. Aujourd'hui, au vu de l'augmentation relative du nombre de visites sur le site web, des téléchargements sur les différents sites de Jupyter, on estime qu'on a au moins triplé par rapport à l'époque, que le chiffre de l'époque soit correct ou pas. Donc je pense qu'on est dans un ordre de grandeur d'environ 10 millions d'utilisateurs, et par 10 millions, je veux dire qu'on n'est pas 100 Mais en fait, millions, tu as et on est peut-être probablement beaucoup aussi plus qu'un million. un facteur de croissance important avec tout ce qui est deep learning, etc. Tu as beaucoup de questions sur la visualisation du réseau de neurones, la visualisation de l'image. C'est un des gros problèmes. Tu tapes en ligne de code. Tu parlais de Vim tout à l'heure. Bon, ok, je suis sur Vim, je tape, j'exécute. Je veux voir s'il y a eu la bonne détection, faire le cadre, enfin mettre un petit cadre au-dessus de l'objet qui a été détecté avec la valeur, etc. Ça, c'est des choses qui sont super. Je vais pas être grossier, qui sont super embêtantes à faire dans un Vim ou dans la ligne de commande, qui est un peu notre interface où nous on aime ça, coder comme ça. Puis de l'autre côté, l'image, il faut quand même que je la vois. Et j'ai ce sentiment que moi perso, j'adore Jupyter, la partie notebook, alors les autres aussi, mais la partie notebook elle me plaît énormément parce que j'ai accès au système, je peux installer mes paquets tout de suite, mais d'un autre côté, je peux aussi avoir un logiciel hyper interactif
qui me permet de visualiser à haut niveau des images et des choses comme ça, et de faire interagir autant mon GPU, où j'ai installé mon driver, mon CUDA, etc., où j'ai la ligne de commande, et de l'autre côté, avoir du haut niveau avec de l'image, etc., que j'aurais pas pu avoir en ligne de commande. En fait, le notebook, il va être utilisé essentiellement dans deux phases de vie d'un projet. Il va être utilisé dans la partie exploratoire, où il sert de brouillon, un endroit où on peut faire ce genre de visualisation interactive, et aussi comme outil de communication à la fin quand on aura des notebooks bien polis, bien terminés, pour faire la démonstration de notre sujet. Et justement, le deep learning et l'explosion du machine learning, c'est exactement un domaine dans lequel les ingénieurs vont être dans un workflow de exploration et pas de développement d'un logiciel complètement déterminé à l'avance. Et tout le monde a bien compris que Jupyter allait être un outil parfait pour ça, et les grands éditeurs de logiciels et cloud providers américains comme Google, Amazon et Microsoft ont adopté Jupyter comme étant la principale interface pour leur plateforme de data science, qu'il s'agisse de Google Data Lab, Azure Notebooks et Amazon SageMaker. Et ensuite pour TensorFlow, Tout ça, PyTorch et ça MXNet. fonctionne comment? C'est quoi le mécanisme derrière? On parlait, t'as évoqué kernel un petit peu avant, module. Je suis pas un expert en la matière, les kernels ça me parle un peu, les modules ça me parle un petit peu moins. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu nous expliquer un petit peu le détail de ces mécanismes? Oui, en fait, l'idée de Jupyter, c'était que plutôt que de proposer un logiciel qui fait tout et qui a beaucoup de fonctionnalités, en fait, on a publié des spécifications complètes de tous les standards qui étaient utilisés dans Jupyter, qu'il s'agisse des formats de fichiers, des protocoles de communication, avec une implémentation de référence qui est la nôtre, mais libre à chacun de proposer une autre implémentation d'un composant de l'appel scientifique. Donc, s'il implémente correctement le protocole, vous pouvez facilement remplacer notre implémentation et utiliser le reste de la pile. Et il y a un des principaux points d'extension pour Jupyter, c'est celui du kernel. Donc, le kernel dans l'architecture de Jupyter, c'est la part de l'infrastructure qui est responsable pour exécuter le code qu'a tapé l'utilisateur. Donc le premier kernel qui est l'implémentation de référence est celui du langage Python, donc c'est IPyKernel. Mais aujourd'hui, il en existe de nombreux autres, en l'occurrence Julia, R, C++, Sage et même la plupart des langages de la pile Java comme Scala, Clojure et Java lui-même. Donc ça, c'est un des points d'extension dont on a parlé précédemment. Et un autre, c'est par exemple le front-end qui lui-même peut, interagir avec le back-end d'une façon complètement standardisée. Et il y a de nombreux front-end concurrents qui existent aujourd'hui pour Jupyter. Il y a le notebook classique, il y a Jupyter Lab qui a une réécriture complète du front-end avec du JavaScript moderne. Et il y a d'autres projets concurrents comme Interact qui implémentent également les standards et les protocoles de communication Jupyter. La variante Netflix de Jupyter. Exactement. Et ils vont utiliser les mêmes composants que le notebook et que Jupyter Lab en termes de format de fichier, protocole de communication, architecture au niveau du back-end, et simplement implémenter un nouveau front-end qui est avec d'autres technologies donc ça, web c'est la partie modulaire, pour l'interaction la utilisateur. partie kernel. J'ai un projet que j'ai découvert en fait en août dernier, ça s'appelle Binder. Enfin, moi personnellement, il m'a vraiment drivé. Est-ce que tu peux en parler un petit peu de ce Binder? Binder, c'est un projet qui est basé sur un projet open source qui s'appelle Jupyter Hub, qui est la version multi-utilisateur de Jupyter, qui permet à plusieurs utilisateurs, travaillant dans une même équipe, de se connecter à un serveur unique et de faire usage des mêmes ressources de calcul ensemble. Binder, en fait, c'est un déploiement de Jupyter Hub à l'échelle d'Internet, pour que n'importe quelle personne connectée à Internet puisse essayer Jupyter et essayer des notebooks qui auraient été partagés par quelqu'un d'autre. Ça peut s'appliquer au monde de l'entreprise. On voit de plus en plus ces entreprises aller dans des logiques open source internes, open sourcer l'interne, je ne sais pas trop comment l'expliquer autrement. Est-ce que Binders est un cas d'usage aujourd'hui qui est regardé par les entreprises, les banques, les assurances, et choses comme ça? Ouais, je dirais qu'on pourrait recomposer quelque chose de très similaire à Binder avec les mêmes briques élémentaires pour faire des solutions entreprises. Je pense que c'est particulièrement intéressant parce que Binder a une idée, disons, assez géniale en son cœur, qui est la génération automatique d'un environnement pour exécuter le code en question à partir d'un manifeste des dépendances qui peut être Python, Ruby, R ou Conda, et qui va générer une image Docker pour cet environnement réutilisable par tous les utilisateurs. Donc cet outil Repo to Docker, il est clé dans le problème, dans la façon dont Binder résout ce problème de reproducibilité. C'est-à-dire que très souvent utiliser le code de quelqu'un d'autre, c'est particulièrement difficile parce que il faut être certain que la configuration de la machine, les dépendances, etc. sont les bonnes avec les bonnes versions. En fait, Binder résout très bien ce problème. Ça revient, en fait, tu es en train de me dire que tu es en train de résoudre le problème
que j'ai généré tout à l'heure en disant j'aime bien avoir l'interaction entre l'interface, le notebook, et le back-end de la machine où j'installe mes pipes, etc. au fur et à mesure. Tu es en train de dire que Binders résout ce problème-là de reproducibilité. Oui, Binder, il permet de créer une notion de projet qui serait, en fait, dans l'ensemble des notebooks qui vont servir d'interface graphique avec l'utilisateur, sous une forme ou une autre, et un manifeste décrivant de façon déclarative qu'est-ce qui va être requis pour utiliser ces ressources. Ça rejoint un peu le virtualenv dans Python et choses comme ça? Oui, mais c'est beaucoup plus général, au sens où, donc plutôt que de simplement donner la possibilité à tout à chacun d'écrire une image Docker, qui est quand même assez compliqué et difficilement reproductible, parce qu'en fait c'est essentiellement écrire le script d'installation de logiciels sur une VM, ça permet à tout à chacun en fait de simplement dire quelles sont les versions des logiciels qu'on veut avoir installés, et ça va utiliser un package manager développé par la même communauté que celle qui développe Jupyter. Donc encore une fois, vous faites le lien entre le monde académique qui sont pas des hardcore devs et les hardcore devs qui comprennent bien le Docker, et vous arrivez à faire que ces deux mondes se parlent correctement, ce qui a toujours été un peu le problème dans le monde du calcul scientifique. Oui, disons que Jupyter a été développé et est parti du monde scientifique, mais les gens qui ont commencé ce projet étaient vraiment d'excellents développeurs et avaient cette culture de hacker qui a été nécessaire pour créer un projet de cette qualité et qui utilisait les dernières technologies à chaque époque de son développement. Et justement, on doit l'adoption des technologies sous-jacentes à Binder à, par exemple, le recrutement de UV Panda, qui est aussi une personne clé dans la communauté Kubernetes. Donc aujourd'hui, Binder, c'est un développement à l'échelle du web, comme je disais, de Jupyter Hub. On a à peu près 100 000 launches par semaine en ce moment de Binder par des utilisateurs dans le monde entier. Et donc, ça passe à l'échelle assez facilement grâce à ces technologies récentes qui ont fait l'objet justement d'épisodes de ce podcast dans Kubernetes et c'est sûr que Kubernetes et les containers. Gros contributeur sur le sujet Kube, c'est cool. Mais alors tout ça, finalement, ça s'autoporte pas tout seul, il faut des financements autour. La vie de l'open source, ça passe aussi par les financements. Comment ça fonctionne pour Jupyter ? Jupyter, je dirais que c'est un projet qui a eu beaucoup de chance, en tout cas dans son adoption et dans le nombre de financements qu'il a eu. Justement, on l'a vu aussi à l'audience qu'on peut avoir en termes d'adoption et le nombre de gens qui viennent à nos conférences. Quand je parlais des kernels plutôt entre Java, C++, R, Julia, Sage, on voit qu'il y a des kernels qui ont été créés par à la fois des hedge funds new-yorkais et d'autres par des chercheurs en physique ou d'autres par des hobbyistes qui aiment un langage de programmation un petit peu underground. Et tout ça fonctionne très bien ensemble. Mais pour que ça fonctionne, il faut aussi des financements pour l'équipe core. Donc le financement initial du projet est beaucoup dû à des fondations pour la recherche scientifique aux États-Unis, qui sont les Moore et Sloan Foundation et un peu plus tard la Hemsley Foundation. En Europe, on a eu un financement par le biais d'un grant européen qui s'appelle OpenJumKit. Aujourd'hui, ces financements, disons, de fondations et de l'Union européenne ne représentent plus vraiment la majorité des ressources de Jupyter. Il y a aussi de nombreuses sociétés qui utilisent Jupyter et contribuent en retour ou embauchent des développeurs à plein temps. Voilà. En plus de tout ça, il y a une fondation dont je fais partie du board qui s'appelle la fondation NumFocus et qui a été particulièrement importante dans la genèse de Jupyter et d'autres projets du même écosystème. Et elle a été créée en réaction un peu à un constat qu'on peut lire aussi dans ce fameux rapport de la fondation Ford, Roads and Bridges, The Unseen Labor Behind the Digital Infrastructure, qui y a un déséquilibre entre l'adoption et les moyens accordés aux projets open source qui sont à la fondation de notre infrastructure numérique. Des projets comme NumPy, par exemple, qui sont utilisés par l'ensemble de l'industrie, n'ont généralement qu'une ou deux personnes payées pour la maintenance à plein temps dans le monde. Donc, ce que fait NumFocus, c'est que nous donnons un cadre légal pour tout un écosystème de logiciels open source pour qu'ils puissent recevoir des donations. Parce que par exemple, si aujourd'hui vous êtes le développeur d'un logiciel populaire pour lequel il y a 3 ou 4 contributeurs et que vous voulez recevoir une donation d'une société, ça va être très compliqué parce qu'il va falloir créer une structure légale, se faire reconnaître comme étant un non-profit pour pouvoir donner des reçus et que ces donations soient déductibles des impôts pour les donateurs, par exemple. NumFocus, ça permet de mutualiser cet effort-là entre plein de projets, qu'il s'agisse de NumPy, Julia, Jupyter, etc., pour qu'ils puissent enfin faire appel à des financements et recevoir de l'argent des sociétés qui utilisent les logiciels. Que vous supportez côté NumFocus? Là, tu me poses une colle. Il connaît pas ses chiffres. Et c'est quelques dizaines, je dirais. Et aujourd'hui,
si c'est pas une question indiscrète, ça représente combien de personnes à temps plein Jupiter et de financement? Alors, ça dépend comment on compte, je pense, parce qu'il y a donc je pense qu'il y a une vingtaine de personnes dans le monde qui développent Jupiter quasiment à temps plein aujourd'hui. De cette vingtaine de personnes, il va y avoir des gens comme moi, par exemple, qui suis fondateur d'une société et donc je suis autofinancé et je reçois pas de financement public ou d'université. Il va y avoir des employés de l'université comme UC Berkeley ou Cal Poly San Luis Obispo ou d'autres académiques et chercheurs. Il va y avoir des contributeurs qui travaillent dans des grandes sociétés américaines comme Netflix dont on a parlé tout à l'heure ou encore Bloomberg. Donc c'est assez hétérogène. Si on additionne les salaires et les coûts correspondant à tous ces gens, ça fait vraiment des millions et des millions. Pour la partie vraiment financée par le non-profit, je pense que le train de vie de Jupiter est à peu près de 2 millions d'euros le taux par an. d'adoption quand même, parce que c'est une pièce centrale de toutes les boîtes. Il y a pas, je réfléchis aux différentes boîtes, mais il n'y a pas une seule boîte où je suis allé où j'ai pas vu du Jupiter quelque part. C'est juste partout en fait. Oui, aujourd'hui, comme je disais, on a 10 millions d'utilisateurs. 10 millions d'utilisateurs pour un logiciel de spécialiste, ça veut dire tous les spécialistes du sujet. C'est clair. Et même plus, les étudiants, tout ça, tous les tutos sur Internet et choses comme ça, on avait effectivement déjà discuté de ce sujet-là. Tous les débutants, en fait, commencent par Jupiter. C'est la façon la plus simple d'aborder le problème soit du deep learning, du machine learning, etc. Ou autre, même de la programmation. Hein. C'est assez séquentiel. Mais nous-mêmes, en fait, ce succès nous a pris par surprise parce que on a dû très vite réagir en termes de gouvernance et en termes de mode de prise de décision pour éviter que il puisse y avoir une structure unique ou une société qui prenne le contrôle du projet ou embauche tous les développeurs et l'emmène dans une direction différente de celle où on voulait l'amener. Donc justement, l'explosion de l'adoption entre 2012, où c'était certainement quelques dizaines de milliers, et 2018, où c'est en millions, elle a été, pour tous les gens impliqués dès 2012-2013 dans le projet, un changement considérable, même dans leur carrière, dans leur vie personnelle, et c'était très intéressant. On a tous dû se professionnaliser. Mais à l'époque, alors, pour certains d'entre nous, c'était un hobby. Encore, qu'est-ce que vous cherchez aujourd'hui? Vous cherchez plutôt du dev, des gens pour l'organisation? Vous cherchez quoi exactement aujourd'hui? Comment on pourrait vous aider en fait? J'écoute le podcast, j'ai envie d'aider, là ça me plaît. Qu'est-ce que je fais? Déjà, vous pouvez commencer à interagir avec la communauté en contribuant vous-même à Jupiter. Contribuer, ça peut être en améliorant la documentation, ça peut être en proposant des nouvelles traductions du logiciel pour des langues pour lesquelles elles ne sont pas traduites, en améliorant l'accessibilité pour les handicapés des interfaces graphiques. Ça peut être simplement en résolvant des bugs, en découvrant des bugs et en faisant des rapports détaillés et même proposer des solutions pour ces bugs. Ça, c'est une première façon en tant qu'individu, où tout à chacun avec les compétences où sont des niveaux de compétences variés peuvent contribuer au projet. Ensuite, si vous avez de l'argent ou si vous avez la possibilité de orienter des donations vers du milieu open source, vous pouvez très facilement effectuer des donations à la fondation NumFocus pour soit diriger vers le projet Jupiter, soit pour NumFocus en général. Une façon de faire ça, par exemple, c'est sur Amazon d'activer, par exemple, quand vous faites des achats sur Amazon, d'activer une donation automatique proportionnelle à vos achats pour donner de l'argent à des causes qui vous intéressent, donc l'une d'entre elles pouvant être NumFocus. Je crois que ça s'appelle smile.amazon et donc ça permet de donner de l'argent à des causes. On peut répartir ces donations. Du coup, je vais recentrer un peu le débat sur toi. Tu disais qu'aujourd'hui tu étais core dev en même temps que tu étais dirigeant de la société Quantstack. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que vous faites Quantstack ? Oui, alors Quantstack, c'est la société que j'ai fondée en 2016. En fait, jusqu'en 2016, j'habitais aux États-Unis, à New York. Et c'est là-bas que j'ai commencé à contribuer à Jupiter. Et quand je suis rentré en France, il s'agissait pour moi de trouver une solution pour continuer à travailler sur ce projet. C'était pas du tout garanti que, en candidatant à un job ordinaire, j'allais pouvoir continuer à travailler à plein temps sur un projet gratuit. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est créer une société, Quantstack, qui a démarré simplement avec moi au tout début et qui fournit du support
support et des services autour de Jupyter en particulier et de la pile de calcul scientifique open source en général. Donc aujourd'hui, on est une équipe un petit peu plus grande que 1. Aujourd'hui, on a 6 développeurs chez Quantstack et Quantstack a différents focus. Donc ça va être tout ce qui est service support et développement sponsorisé autour de Jupyter. On est les mainteneurs de certaines parties du projet, en l'occurrence les widgets interactifs et certaines librairies de visualisation basées sur les widgets interactifs. On fait beaucoup de travail sur la visualisation de données pour tout ce qui est GIS, donc les cartes, la visualisation de big data sur des cartes. Et enfin, on a toute une part de notre activité qui concerne le calcul scientifique haute performance sur le supercalculateur proche du métal avec des projets qui s'appellent Extensor, Xframe et Exos. Je vous Exos. rassure, on fera un autre épisode spécialisé sur toute cette stack Extensor, Xray, etc. qui sont développés en C++, si je dis pas de bêtises. Ouais, donc il y a beaucoup de C++ également, et tout ça c'est open source Sylvain, et sous la licence BSD. BSD. Pour ton temps. On te retrouvera dans un autre podcast parce que je peux pas te laisser partir comme ça sans parler. Enfin, partir. Oui, je vais te laisser partir, mais je ne peux pas laisser les auditeurs comme ça sur leur faim avec sans parler de Extensor, Xray qui sont des super modules en fait. Merci beaucoup pour ton temps, Sylvain. Merci Jean-Louis. Et donc, si vous voulez nous retrouver sur Twitter, sous les handles, on a PyData Paris pour le meetup, Project Jupyter et NumFocus. Sylvain Corlet. Sylvain Corlet. Super, merci à tous, à une prochaine. Merci. Baby